Baisse de la libido, dépression, fonte des muscles et si c'était l'andropause. On définit l'andropause comme l'ensemble des symptômes physiologiques et psychologiques qui peuvent accompagner la baisse de testostérone chez l'homme vieillissant. Elle surviendrait habituellement vers 45 à 65 ans. Comment mesure-t-on le taux de testostérone dans le corps? Dans quel cas faut-il traiter? En quoi consistent les traitements? La baisse de testostérone peut-elle avoir d'autres origines que la simple baisse liée à l'âge? On attend toutes vos questions pour y répondre. Le professeur Jean-François Toussaint, qui est professeur de physiologie à l'Université de Paris, et le docteur Marc Galliano, urologue, andrologue. Bonjour à tous les deux. Mais évidemment, petite immersion dans le cerveau, c'est quand même là que tout se passe. Oui, tout se passe dans le cerveau avec cette petite glande-là qu'on a représentée en jaune. C'est l'hypophyse. Et l'hypophyse, vous imaginez qu'elle va être un petit peu le chef d'orchestre de la production de cette testostérone dans l'organisme. Donc, c'est une animation, voilà, peut démarrer. Cette testostérone, elle va être produite dans deux endroits. Les surrénales, donc comme son nom l'indique, au niveau au-dessus des reins, à peu près pour 15%. Et surtout, on le voit ici, au niveau des testicules, donc à 85%. Donc, quasiment l'entièreté de la testostérone va être produite ici. Alors, on voit ce qui se passe là, on coupe au niveau du microscope, au niveau des testicules. Vous avez ici ce qu'on appelle les canaux séminifères. C'est là à cet endroit que va avoir la maturation des spermatozoïdes. Donc on peut les deviner. Là, il doit y avoir 2 petits 3 spermatozoïdes qui se baladent. Et ce qui nous intéresse, c'est entre ces canaux séminifères, ce qu'on appelle les cellules de Leydig. C'est à partir de ces cellules que va être produite la testostérone. Alors le souci de ces cellules, c'est qu'à partir de 30 ans, ces cellules vont petit à petit mourir sans être restaurées, sans être renouvelées, tant et si bien qu'à partir de 30 ans, il va y avoir une baisse de production de testostérone. À 50 ans, on estime à peu près à 12% la perte de la production de testostérone, la diminution de testostérone. À 70 ans, près d'un tiers de la testostérone. Et à 80 ans, c'est la moitié de la testostérone qui a diminué. Ouais, même si la baisse n'est pas totale, ça a des conséquences physiques et psychologiques d'intensité variable. On prend la première question de Fabien qui a 70 ans, qui nous dit « J'ai souvent des bouffées de chaleur, est-ce que c'est un signe d'andropause ?» Alors ça peut être éventuellement un signe associé à l'andropause, puisque lorsqu'on a moins de testostérone, il va y avoir une balance favorable plutôt aux oestrogènes et on se retrouve avec un petit dérèglement de la température interne, l'hypothalamus, et on peut se retrouver avec des bouffées de chaleur, oui, en effet. Question de James, je dois me stimuler manuellement pour avoir une érection. Est-ce que c'est l'andropause? Est-ce que c'est le début de l'andropause? Alors James, il a quel âge? Mais alors, si on le savait, on vous l'aurait dit, vous savez, on est comme ça, nous. James, à 20 ans, c'est pas l'andropause, c'est plutôt psychologique. Non, c'est compliqué. La testostérone, elle est plutôt liée au pic, aux érections liées aux phases de sommeil. Donc c'est pour ça qu'on a une érection matinale. Donc on va dire, James, c'est pas forcément l'andropause qui le rend défectueux. Pour être clair, ça veut dire que si on n'a pas d'érection matinale tous les matins, il y a un problème? C'est une question personnelle de Régis B. Pas forcément aussi. J'ai son âge. Des problèmes de sommeil, surtout des problèmes de sommeil, c'est pas forcément lié à un début d'andropause. Mais globalement, ça fait partie de nos questions. Est-ce que oui ou non, le matin, vous avez des érections matinales ou pas? Mais c'est pas forcément lié systématiquement à une andropause. Jacques demande si ne pas avoir de poils, est-ce que ça peut être le signe d'un manque de testostérone? Et si oui, est-ce qu'il y a une méthode naturelle pour les faire pousser? Alors sur ces points-là, et en particulier, on va rejoindre la question de l'âge. Quel âge a-t-il? À quel moment ça se manifeste? On voit bien toutes ces questions autour de l'andropause et de la baisse de la testostérone définissent le cadre dans lequel on s'inscrit sur le plan médical. Or, l'andropause n'existe pas. Il n'y a pas d'andropause parce qu'il n'y a simplement pas de pause. Régis l'a dit, c'est une diminution continue, progressive et qui touche tout le monde. Donc à la différence de la ménopause, où il y a une pause. Et 100% des femmes sur le plan hormonal. D'accord. En fait, ce sont les habits neufs que la médecine va mettre sur la question du vieillissement global, mais appliqué aux cellules de Leydig. Comment ça se passe? Simplement le fait que pour les femmes, le fait d'enfanter, qui est une fonction beaucoup plus complexe, qui nécessite d'avoir des seuils nécessaires dans toutes les capacités, fait qu'une fois qu'on a passé ce seuil, après la ménarche, on va être en capacité d'assurer cette fonction de reproduction. Et une fois que s'éteint cette possibilité, qu'on repasse sous les seuils, il y a un vrai signe, un vrai changement qui est manifeste, on ne peut plus, sauf si recours médicaux. Chez l'homme, c'est la même chose, sauf qu'il n'y a pas de seuil, puisque c'est quand même relativement plus simple d'enfanter pour l'homme que pour les femmes. Cet exercice d'un marathon de 9 mois, on n'a pas à le réaliser. Mais la continuité va s'appliquer sur les cellules de Leydig, comme sur le reste. Là, ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que donc, on ne peut pas parler d'andropause du jour au lendemain. C'est vrai que je ne peux pas dire, tiens, effectivement, j'ai 60 ans, parce qu'en hop, je fait, suis en la andropause. définition qu'on va avoir sur le plan médical et qui va être très utile pour la prescription, c'est de se dire, il y a des signes cliniques, il y a des symptômes, dysfonction érectile, effectivement, la diminution du nombre d'érections matinales, mais aussi une diminution du désir.
ça s'applique de la même façon, en dehors évidemment bien entendu du premier symptôme, mais avec une diminution biologique qui doit s'associer pour cette définition chez l'homme, va en fait être une continuité, ce qui fait que ce qu'on a eu pris comme, je dirais, facilité de langage pour utiliser par rapport à la ménopause des conditions qui viennent s'intéresser à la sexualité des hommes, va en fait se rejoindre sur des mots nouveaux qui viennent, ménopause, andropause, et puis maintenant couple-pause, qui fait simplement que cette idée est une continuité du vieillissement. Question d'André, quels sont les symptômes de l'andropause? Vous en avez déjà donné certains, dont je ne me souviens plus, baisse de l'érection. Vous vous souvenez très bien, c'était votre première question. Mais je suis cerné aujourd'hui. Allez-y, venez me sauver. Alors, quels sont les symptômes de l'andropause? Et alors, on peut partir du haut vers le bas. On peut commencer par le cerveau, donc on peut avoir des troubles de l'humeur. Alors, c'est pas de la dépression, mais c'est plutôt, on va dire, un syndrome dépressif. On a une humeur un peu plus triste, on est moins enjoué, on a moins d'énergie vitale, on peut dire ça. Ensuite, on descend un peu plus bas, on peut avoir des problèmes de peau, on a un peu plus de rides, on peut développer une ostéoporose. On a moins de force musculaire, moins de résistance, et puis évidemment la libido aussi, mais après il y a de la biologie. On peut avoir un syndrome métabolique, c'est-à-dire qu'on a une glycémie un peu plus élevée, on a un peu plus de graisse sur le haut du corps. Donc en fait c'est tout un ensemble biologique et clinique qui font qu'à un moment donné on peut parler d'andropause. Et en effet aujourd'hui en France on est obligé d'associer la clinique et la biologie pour éventuellement démarrer un traitement. Alors c'est passionnant parce que tous les signes qu'on a là, en fait, c'est l'immense facteur confondant et qui va faire l'énorme marché qu'on va voir tout à l'heure aux États-Unis comme ailleurs. C'est-à-dire que tous ces signes-là sont des signes du vieillissement, simplement. Oui, et à partir de ce moment-là, on se dit, ah mais c'est le lien avec la biologie de la testostérone faible qui va nous expliquer que non, pas du tout. En fait, toutes ces cellules-là, la sarcopénie, la néphropénie, la neuropénie, c'est-à-dire la diminution des fonctions intellectuelles aussi qu'on va avoir, sont liées au vieillissement. Ouais. Et quand on reprend ce facteur-là et qu'on retire ce biais principal, qui est celui de notre parcours de vie, on retombe sur des choses qui ont nettement moins de véracité et de confiance dans les résultats scientifiques des grandes études. Alain demande s'il y a un protocole médical pour l'andropause. Puisque vous êtes passionné par ces questions, vous pouvez nous répondre? Oui, en tout cas, je ne sais pas si je suis passionné par cette question, mais sachez que d'autres le sont, avec une consultation d'andropause, parce qu'effectivement, l'andropause concerne majoritairement les hommes de plus de 50 ans, mais il arrive parfois qu'elle touche des hommes plus jeunes. Et dans ce cas, c'est souvent un problème de fertilité qui conduit au diagnostic. C'est le cas de Julien que Delphine Renaud et Marika Julien ont rencontré. Vous voyez ce reportage. À la suite d'examens pour traiter ses problèmes d'infertilité, à 36 ans, Julien découvre qu'il souffre d'un manque de testostérone. Pour augmenter son taux insuffisant, il est traité depuis quelques mois. Je n'avais pas la sensation d'avoir des symptômes. Avec rétrospection, je sais retrouver des symptômes maintenant, mais j'en avais pas conscience avant, évidemment. Je sais que j'avais des problèmes à me tenir droit avant. J'avais forcément le dos courbé, comme si je portais des choses sur les épaules. Mais aujourd'hui que je prends le traitement, quand je marche, je me sens plus grand. J'ai des journées de travail qui sont importantes, mais j'aime ça. Mais je n'étais absolument pas capable de faire autre chose le soir ou de faire une autre activité parce que j'étais épuisé. Et c'est vrai que maintenant que je prends le traitement, j'ai l'impression d'avoir un second souffle et d'être capable de faire plus de sorties ou d'activités. Et j'en ai plus l'envie aussi. Et la dernière chose, c'est l'émotivité. C'est vrai que j'ai toujours eu une émotivité très forte, des troubles un peu de l'émotion. Et que je comprends maintenant que j'ai connaissance de symptômes. Pour adapter au mieux son traitement, Julien doit se rendre tous les 3 mois à l'hôpital. Bonjour monsieur. Bonjour. Suivez-moi. La dernière fois qu'on s'était vu en consultation, on avait mis en place un traitement concernant ce problème de testostérone un peu basse. Chez vous, il n'y avait pas un véritable trouble de l'érection. Est-ce que vous avez noté une amélioration tout de même du léger trouble que vous aviez ou non? Je sais pas, je me demande si je prends pas plus de plaisir aujourd'hui. D'accord, les orgasmes sont souvent un peu plus forts en fait quand on change ce genre de traitement. Donc chez vous maintenant on a un taux de testostérone qui est strictement normal. Quand au début de la prise en charge vous aviez un taux de testostérone qui était bas. Aujourd'hui on a multiplié le chiffre par 3, vous aviez 2, aujourd'hui on est à 6, ce qui est considéré comme largement normal et effectivement vous avez une testostérone qui est dans la moyenne haute. C'est plus fréquent globalement à partir de 50-55 ans. On va avoir une diminution de la testostérone et la testostérone utilisable par le corps. C'est moins fréquent chez les hommes jeunes, effectivement. C'est souvent lié à un problème de fertilité. C'est pour ça qu'on va les prendre en charge de façon globale sur la testostéronémie et sur la fertilité pour leur donner un coup de boost de spermatogénèse.
Dans le cas de Julien, son traitement hormonal se fait par injection chaque semaine. J'avais peur en effet parce que c'est assez contraignant comme traitement, mais au final j'en ai besoin et je me sens bien avec et c'est plus aussi contraignant qu'au départ. On se voit en 3 mois, simplement faire le point en fait sur votre état de santé. Où est-ce qu'on en est, est-ce qu'il faut que je modifie les doses, etc. Voilà votre ordonnance. Environ 20% des hommes souffrent d'andropause, mais seulement 10% sont suivis et traités pour cela. Au revoir. Alors vous avez évoqué, professeur Toussaint, tout à l'heure, ce marché de la testostérone. Mélanie, bonjour. Bonjour. Aux États-Unis, c'est effectivement un marché très important, même un business. Et là-bas, la supplémentation avec la testostérone, c'est très fréquent. Effectivement, et cet article paru il y a 2 semaines dans le New York Times, qu'on pourrait traduire par « Est-ce que votre testostérone basse impacte votre libido ou est-ce que c'est juste que vous vieillissez ?» Cet article nous alerte sur l'explosion de la supplémentation en testostérone aux États-Unis. Il cite notamment une étude parue en 2017 dans le Journal of Urology, selon laquelle le recours à l'hormone a été multiplié par 4 chez les hommes âgés de 18 à 45 ans en l'espace de 10 ans, de 2003 à 2013. Fois 4 en 10 ans, c'est quand même beaucoup. Et c'est flagrant notamment dans les États américains où les publicités pour la testostérone sont légion et sont assez agressives. On va en voir quelques exemples. Elles fleurissent partout. On a affaire à un marketing très puissant. Très voilà. Exactement, c'est assez parlant. Et de son côté, la Fondation américaine d'urologie rappelle de son côté qu'environ seulement 2% des hommes présenteraient un réel déficit en testostérone. Ce qui est frappant, c'est que ça concerne des hommes assez jeunes là-bas. Dès l'âge de 35-40 ans, il y a cette supplémentation, peut-être pour gagner, surtout la demande, c'est pour gagner en masse musculaire et peut-être coller à des standards de virilité vus à la télé et donner peut-être aussi l'image d'un homme performant dans tous les domaines de la vie. Oui, puis ça va plus loin, parce que même aux États-Unis, toujours, il y a des centres spécialisés qui accueillent les hommes pour booster leur testostérone. Oui, ce qu'on appelle les Low T Centers. Alors Low T, ça veut dire la testostérone basse, un terme qui est apparu, qui remonte un peu dans les années 2000, lorsqu'un laboratoire a mis sur le marché un gel à base de testostérone à appliquer sur les épaules. Depuis, le terme Low T est employé là-bas à toutes les sauces et désigne ce coup de mou, ce coup de fatigue rencontré parfois par les hommes. Et en fait, ça fait exploser la demande parce que justement, on l'emploie beaucoup et parfois à mauvais escient. Comme il y a une énorme demande, l'offre suit avec ces centres. Sur leur site internet, c'est très bien fait. On vous propose une sorte de contrôle technique avec un bilan complet, des dosages sanguins. Et puis en fonction, on va vous proposer une supplémentation, souvent par injection, qui peuvent revenir régulièrement, tous les 7 à 10 jours. Ça a un coût. Pour un patient américain qui n'a pas de couverture sociale, on compte environ $395 le mois de traitement. Et on vous propose aussi des formules dégressives, $750 pour 3 mois de traitement. C'est un peu à la carte, il y a vraiment un vrai business. Et dès lors que le patient paye, il a accès aux produits. Et après, ça peut être parfois compliqué de s'en passer. Parce qu'il y a un coût et il y a un risque en plus. On va en parler des risques. Ça va être un des points majeurs Avec sur une lesquels la dépendance, FDA émet ses alertes tout à actuellement fait. en disant ça va beaucoup trop loin et ces risques-là ne sont pas étudiés quoi, sur les le risques court terme. Ce sont des risques de morbidité cardiovasculaire. On a vu que la supplémentation pouvait augmenter un certain nombre de choses, mais sur le très long terme, le risque en particulier d'une accélération du vieillissement cardiovasculaire et de ce qu'on pourrait avoir sur ce qu'on a vu globalement sur les hyperutilisations du Viagra pour une autre indication, elles ne sont absolument pas données dans les études comme suffisamment sûres pour pouvoir avancer. Donc là-dessus, on voit que les demandes et c'est depuis 3 ans systématiquement dans toutes les reviews, des demandes de grandes études incluant les études de mortalité de long terme. Et c'est mortalité cardiovasculaire. Cardiovasculaire principalement, les cancers bien entendu posent aussi un certain nombre de questions. Mais on peut s'attendre à voir ça en France ou pas? Heureusement, on en est loin. On en a discuté notamment avec le docteur Galliano, avec d'autres urologues, andrologues. Alors, selon les chiffres, il semblerait que 25% environ des plus de 60 ans présentent un déficit en testostérone. Il y a plein de facteurs dont il faut tenir compte, vous l'avez dit. Un examen clinique, des dosages sanguins rapprochés à 15 jours d'intervalle. Et si jamais il y a besoin d'un traitement, c'est vrai que ça va vraiment être cadré. C'est pris en charge par la sécurité sociale, c'est pas sous forme d'injection. Donc vraiment, on est loin du modèle américain avec une surveillance quand même plutôt sérieuse en France qui permet d'assurer une certaine sécurité aux patients. Effectivement, là, c'est très jeunes qui prennent ces traitements. Alors aux États-Unis, oui, parce qu'ils sont dans une sorte de délire de la performance qu'on n'a pas chez nous aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas de baisse de testostérone à 18 ans. Non. Par contre, on peut la booster évidemment pour être
plus musclé, plus fort, plus résistant, et puis peut-être se payer des études grâce au sport. Donc il y a cet esprit de compétition qui ne gagne pas du tout en France. En France, quand on parle déjà d'andrologue, la plupart des Français ne savent pas ce que c'est. Qu'est-ce qu'un andrologue? À quoi ça sert? Un urologue un peu plus. Et donc en fait, il y a toute une culture à développer, mais le déficit en testostérone, alors nous on appelle ça en urologie le DALA, déficit en androgène lié à l'âge, plus que andropause, puisqu'on disait andropause. En effet, il n'y a pas de pause. Et donc en fait, lorsqu'on on fait les choses bien cadrées, correctement faites, les patients ont un réel bénéfice. Sur les signes cliniques que vous avez évoqués. Et donc en fait, c'est pas d'arrêter de vieillir, c'est pas de faire du jeunisme, c'est simplement de dire, vous souffrez de symptômes, par exemple, je suis fatigué, j'ai des douleurs, je suis sexuellement j'ai moins de libido, c'est simplement de vous remettre à niveau. C'est retourner à un seuil physiologique. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas du tout, nous, dans l'esprit de dopage, comme les Américains. En effet, les traitements sont remboursés en injection et en péros. Ce n'est pas les meilleures méthodes. C'est vrai que le gel, lui, n'est pas remboursé. Il a un vrai coût. Donc c'est vrai qu'aussi, il y a une sélection des patients, une vraie motivation. Il faut que les patients soient motivés. Mais ils seront aussi motivés pour être bien suivis. Et globalement, les dangers, et notamment le danger vis-à-vis du cancer de la prostate, je peux peut-être en profiter, pour tordre le cou à cette idée que la testostérone donne le cancer de la prostate. Absolument pas. Et alors, est-ce que, comme pour la ménopause, c'est un traitement qui va être pris sur quelques années et ensuite arrêté? Comment ça se passe? Parce qu'une fois qu'on a restauré, si on peut dire, le taux de testostérone, on fait quoi après? Si vous arrêtez, ça rediminue. Voilà. Forcément, la question de la sécrétion initiale, sans compter les rétrocontrôles qu'on va avoir avec l'hypophyse, l'hypothalamus, dont on parlait tout à l'heure, sont des points qui vous ramènent ensuite directement à votre fonction, c'est-à-dire à la valeur qui peut être comparée à celle de votre âge. Et donc, du coup, c'est par rapport à ces taux-là qu'on devrait comparer. Est-ce que vous êtes au-dessus ou dans la normale de l'âge? Comment on a les moyens de mesurer cela? On le voit petit à petit, comme on l'a fait d'ailleurs sur les études par rapport à l'hormone antimullérienne chez la femme vis-à-vis de la ménopause. C'est exactement la même chose. On pourrait définir ça par catégorie d'âge et à ce moment-là, on verrait qu'il y a un surdiagnostic majeur qui permet du coup d'ouvrir les marchés. Il y a quelque chose qui m'échappe. Tout à l'heure, la description des signes de l'andropause, vous disiez finalement c'est des signes du vieillissement, tout simplement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je mets de la testostérone en supplémentation, je vais retrouver une seconde jeunesse? Ça se passe comment en fait? Alors en fait, on parle. La question c'est est-ce que la testostérone suffit actuellement? Aujourd'hui, la testostérone, si vous n'avez pas une activité physique associée, elle est beaucoup moins efficace. Et là, toutes les études disent que lorsqu'on fait des études comparant testostérone en injection ou en gel versus testostérone plus activité physique régulière, les patients qui jouent le jeu, de faire un régime, de faire attention à eux et de faire du sport ont de meilleures performances. Parce qu'en effet, on augmente la masse maigre avec la testostérone, mais si vous êtes dans votre canapé et puis tous les 15 jours vous faites injecter, il ne se passera rien. Donc en effet, c'est toute une approche globale. On ne peut pas dire que c'est que la testostérone qui va vous faire du bien, c'est une approche globale. Et du coup, si on retire la testostérone et qu'on ne met que l'activité physique, on a tous les bénéfices de l'activité physique sans avoir besoin de traitement. Donc là, il y a quand même un élément majeur dont vous êtes les porteurs depuis fort longtemps. Et Gérard, qui a 70 ans, demande quelles analyses il faut faire pour savoir si c'est une andropause. Alors, c'est une prise de sang qu'il faut faire entre 8h et 10h le matin. Alors aujourd'hui, il y a des querelles de clochers en France sur est-ce qu'il faut doser la totale, la biodisponible, celle qui est liée. En fait, la réponse est assez simple. Plus on est âgé, plus on est gros, plus on a des problèmes hépatiques, on prend certains médicaments, il faut doser la biodisponible. C'est un dosage assez pointu, mais qui est remboursé par l'assurance maladie. Simple. Exactement. Il vaut mieux être à jeun. Ça se fait entre 8h et 10h le matin. Il faut la refaire une semaine à 15 jours plus tard. Parce qu'en effet, la testostérone, elle est variable en fonction de la journée, en fonction des saisons. Et donc, vous êtes très complexe finalement. C'est assez complexe. Mais en fait, au bout d'un moment, il faut être un peu basique. La testostérone biodisponible, si vous êtes en dessous de 1, à ce moment-là, on peut être, en plus associé avec des signes cliniques, on peut être amené à vous traiter. Voilà, je pense qu'il faut rester assez simple. Question de Jean-Baptiste. En France, la recherche et le traitement de l'andropause ne sont-ils pas tabous? Alors tabou, de moins en moins, puisque une émission comme aujourd'hui, c'est quelque chose de relativement important, parce que on parle de la ménopause, parce que les jeunes filles, dès l'âge de 14 ans, consultent un gynécologue, mais nous les hommes... alors aujourd'hui, en consultation, j'ai de plus en plus de jeunes qui viennent me voir en me disant « je voudrais faire un check-up ». À 17 ans, 18 ans, donc je leur apprends leur anatomie. Alors évidemment, je ne parle pas tout de suite d'andropause à 17 ans, mais globalement, on est un petit peu aujourd'hui dans cet état d'esprit où on peut
justement ouvrir ce genre de discussion très tôt pour que, évidemment, le mot andropause, alors c'est vrai qu'il faudrait parler d'ALA, difficile. D'hypogonadisme de début tardif. Voilà. C'est sûr, ça va passer, ça, je vous rassure. On voit bien que c'est uniquement de la linguistique. Donc le fait d'avoir un mot qui se raccroche aux autres, andropause, est beaucoup plus simple pour ensuite rentrer dans la discussion. Mais la discussion, elle vient principalement de l'acceptation, finalement, de ce vieillissement, de ces pertes de désir qui concernent tout le monde, et puis de savoir un petit peu ce que résumait Demi Koboff ou Georges Brassens, je crois que c'était lui, c'est une de ses dernières chansons qui s'appelle L'Andropause justement. Elle viendra cette heure fatidique où je serai sans émoi, où le 7e ciel, ma plus belle escalade, sera trop haut pour moi. Chez les hommes qui font une andropause, en l'occurrence c'est tous, y a-t-il plus ou moins de cancer de la prostate? Mais cela aussi c'est un cancer lié en partie au vieillissement quand même. Alors c'est là où je voudrais vraiment tordre le cou à cette idée. Il y a Huggins qui a eu le prix Nobel pour ça. C'est lui qui a prouvé dans les années 40 que lorsqu'on bloquait la testostérone, on pouvait faire régresser des métastases du cancer de la prostate. Et on est resté dans cette idée aujourd'hui sur les notices explicatives de testostérone, donc que ce soit l'androtardie ou l'andrologie, contre-indication formelle cancer de la prostate. Non. Aujourd'hui, on a fait une étude nationale qui s'appelle Androcan avec l'hôpital Foch. On a prouvé que les patients qui avaient biologiquement un déficit en testostérone avaient des cancers plus agressifs et récidivaient plus facilement leur cancer de la prostate. Alors le propos, évidemment, c'est pas de dire on va donner de la testostérone à des patients qui ont un cancer de prostate. On peut le faire, mais ça, c'est des niveaux de preuve de grade C. Mais en grade A, aujourd'hui, on peut dire, avec des niveaux de preuve scientifiques élevés, que la testostérone ne donne pas le cancer de la prostate. D'accord. Voilà. Alors ça, c'était un des points sur la partie cancer, sur la partie cardiovasculaire, qui est la deuxième grande cause de mortalité. Il y a eu, depuis entre 2010 et 2015 globalement, plusieurs très grandes études qui ont levé un drapeau. Elles ont été, elles aussi, contredites sur la partie du risque. La seule différence, c'est que ce qui est utilisé comme un des appuis médicaux pour entraîner le marché actuel est de dire « mais vous allez avoir également une amélioration sur le plan vasculaire ». Or, la supplémentation par la testostérone n'a pour l'instant absolument pas prouvé une réduction de la mortalité cardiovasculaire sur le long terme. Là non plus. Parfait, merci beaucoup pour toutes ces explications, on a bien compris. Un appel à témoins, Régis, avant de finir. Smartphones, réseaux sociaux, jeux vidéo, vous ou vos enfants passent beaucoup trop de temps sur les écrans, à tel point que la vie familiale et amicale est devenue très compliquée. Nous aimerions recueillir votre témoignage dans un reportage. Merci de nous contacter pour cela au 01 58 88 85 21. Voilà, et puis demain, dans le docteur, on parlera des plantes qui sont bonnes pour la peau. Passez une très bonne après-midi et à demain. Au revoir. Bon après-midi, à demain.